Merci, moi je suis extrêmement heureuse d'être avec vous et effectivement avec Lisa White, on partait déjà d'un terrain d'entente commun, dans le sens où quand Thierry Mandon m'a invité à venir créer une sorte de lien, comme on disait tout à l'heure avec Olivier Péricot, un lien scientifique, un lien SHS, sciences humaines et sociales, qui viendrait, et je vous en dirai quelques mots dans une troisième partie sur comment tout ce mois nous allons travailler de façon à la fois plus théorique le grand territoire du design, et de montrer à quel point ce territoire du design vient tout simplement nous aider à interroger tous les usages du monde. Mais on partait déjà avec Lisa d'un diagnostic commun, et ce diagnostic, c'est celui qu'elle a rappelé en entrée de jeu sur l'atomisation du monde, sur la difficulté de penser un monde commun, sur des nécessités bien évidemment d'affronter les crises qui sont les nôtres et les univers de pression et de réification du sujet. Et c'est très intéressant ce terme même de réification, puisque le design, c'est de la création d'objets, mais c'est de la création d'objets qui produisent du sujet. Or, nous avons un monde qui transforme aujourd'hui des sujets en objets. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ce design qui attrape les contraintes de ce monde d'aujourd'hui et qui, dans cet univers d'hyper-contraintes, au lieu de disqualifier cette hyper-contrainte, au lieu de considérer d'emblée, on va dire, de moraliser et de rendre déficient cette hyper-contrainte, au contraire, de la penser bien évidemment comme un critère parmi d'autres, qui nous invite à la négociation avec ce monde, mais qui nous invite surtout à trouver une générativité à partir de cette hyper-contrainte. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au design, c'était précisément autour de cette question de la générativité de l'hypercontrainte et plus spécifiquement de la générativité du vulnérable. Et donc, je vais en dire un mot. Donc, c'est vrai que la philosophie et le design, alors longtemps on travaillait ensemble sur philosophie de l'art, philosophie de l'esthétique, philosophie de l'architecture. Moi, j'arrive d'un territoire qui est plutôt la philosophie morale et politique. Et l'enjeu, là, avec le design, c'était d'aller interroger véritablement nos commons, nos manières d'être ensemble. Donc, on se rencontrait parfaitement sur cet enjeu-là. Et de modéliser, mais pas de modéliser pour standardiser, mais de modéliser pour aujourd'hui réapprendre à faire monde avec autrui, mais sans en passer par la massification, parce que ça a été l'histoire des années 50, 60. Donc on n'est plus dans cette histoire de la massification, mais on est quand même dans une histoire où il faut monter en échelle. Et donc, il faut d'une certaine manière déployer ce que, sur différents endroits, nous avons comme solution alternative. Dans le monde entier, il y a des espèces d'insularité comme ça qui surgissent, des manières de vivre autrement. Et nous avons alors là un territoire d'innovation sociale absolument grandiose. Et vous en verrez, Stéphania est une possibilité, là, aujourd'hui, de montrer comment une ville peut surgir, bien sûr, de façon en idéal type. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire comment on déploie. Comment on déploie, donc toute la question de comment on pense sur plusieurs échelles. Le design nous aide, la philosophie politique, à se dire voilà, comment on manie des agendas, l'agenda universel, l'agenda local et global en même temps. Et le design nous aide à attraper cela. Donc le multiscalaire, si j'ose dire. Le design nous aide aussi à attraper toute cette nouvelle manière d'avoir un usage du monde multifonctionnel. Et donc de dépasser, bien évidemment, la charte d'Athènes et son fonctionnel, mais surtout de voir comment l'intelligence collective du monde, aujourd'hui, par l'usage, peut rénover quantité de manières de faire. Et là aussi, comment nos styles de vie créent des territoires d'entente, alors que dans un premier temps, nos styles de vie peuvent
aller vers encore plus d'atomisation. Donc comment on renverse cela? On parlait de... Et c'est vrai qu'il est très symptomatique en ce moment en France d'avoir on l'a dit là aussi, Lisa tout à l'heure l'a dit en entrée, en parlant de la crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que là aussi, c'était intéressant de voir que sur un objet particulier, et particulièrement, si j'ose dire, peu... comment dire, invitant. C'est-à-dire que bon, c'est véritablement l'objet pas de normalisation, si j'ose dire, un gilet jaune, et comment, par l'usage, on retourne cela et on vient bien évidemment non seulement travailler sur cette question de la visibilité, mais bien évidemment derrière c'est la visibilité symbolique, c'est la visibilité sociale, et là aussi c'est intéressant d'attraper ça par cette question du design. Bon. Deuxième grand temps, on a parlé de la... Donc moi je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers, je dirige une chaire qui s'appelle Humanité et santé et qui elle aussi travaille de façon très conséquente avec l'univers du design et au travers d'un projet qui s'appelle le French Care et qui réunit différents acteurs de l'écosystème du monde de la santé et des SHS, des sciences humaines et sociales, et du design. Et en somme, nous avons une chaire de philosophie à l'hôpital, qui est notamment au GHU, au groupe hospitalier universitaire de Paris, donc psychiatrie et neurosciences, et qui est localisée plus spécifiquement à Sainte-Anne, qui est reliée à cette chaire humanité et santé. Et là, l'enjeu, c'est, je dirais, une chaire d'enseignement et de recherche, comme toute chaire peut exister, mais au sein d'un hôpital et pas au sein d'une université. Puis nous avons un deuxième pôle qui est plutôt destiné à la diplomation et déjà à faire entrer un acteur très particulier du monde du soin qui s'appelle le patient. Et c'est l'université des patients qui est fondée et dirigée par professeur Catherine Tourette-Turgis. Et donc là, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis on a un dernier étage de la fusée qui est celui du faire, de l'expérimentation, qui est porté notamment par une agence de design qui s'appelle les Sismo, et avec cette volonté, encore une fois, d'aller sur des terrains, les terrains où il y a du vulnérable. Et notamment, nous mettons en place des POC, donc vous savez ce que c'est que des proof of concept, et ces proof of concept qui sont des expérimentations frugales, éphémères, qui nous permettent de tester, de prototyper des solutions de gouvernance, des solutions organisationnelles, mais aussi d'inventer des objets, d'inventer des applis, donc de faire ce que produit le design, mais au service d'un soin, au service de la santé. Et l'enjeu plus global que nous avons voulu mettre en place dans cette chaire Humanité et Santé, chaire de philosophie à l'hôpital, université des patients et puis univers d'expérimentation avec les Sismo, c'était de passer du proof of concept, donc de la preuve de concept, au proof of care. Et qu'est-ce que c'est ce proof of care? Avec Antoine Fenolio, mon acolyte sur cette histoire-là, qui est lui-même résolument designer. Ce proof of care, c'était de dire, tiens, comment nous inventons des expérimentations qui précisément doivent rendre capacitaires les plus vulnérables d'entre nous. Et comment nous testons cela, notamment dans des univers qui, de façon un peu contre-intuitive, de fait, ne sont pas destinés à des univers d'expérimentation. Prenons par exemple l'univers des urgences à l'hôpital. Mais demain, prenons l'univers des centres d'accueil de migration, prenons les prisons, c'est-à-dire prenons tous ces univers, demain la police, prenons tous ces univers qui à un moment donné sont généralement même discrédités par les problématiques qu'ils traitent et tentons, à la fois avec la philosophie bien évidemment et le design, de venir réinterroger leur manière de fonctionner. Alors, dernier point, ce qui me paraît encore une fois essentiel et ce qu'on va faire vivre aussi
tout le long de cette biennale, c'est de rappeler à quel point le design, je dirais, vient nous aider à substituer alors le design, je dirais, critique, au sens où on l'a vu aujourd'hui, faire du design sans s'interroger sur la durabilité de ce design, ça me paraît assez à côté de la plaque, si j'ose dire. C'est-à-dire que bien l'enjeu, c'est que notre horizon est anthropocénique, on l'a dit et redit, et que donc là aussi, le design nous permet de construire un geste qui est de l'ordre de l'innovation, qui est de l'ordre de l'intelligence collective et qui attaque cette manière de vivre ensemble. En tout cas, c'était ce qu'on essaye de faire là. Et qui affronte cette question, on parle généralement de la question de l'effondrement, la collapsologie, c'est la question de l'expérimentation, c'est la question de la réhabilitation des corps, c'est la manière, encore une fois, de trouver des objets qui, au lieu de nous emmener vers l'obsolescence programmée, nous aident, comme disait Arendt, à stabiliser le monde, mais aussi à stabiliser notre sujet. Et puis, là aussi, qui trouve un lien avec la nature, de reconnexion. Vous avez des auteurs qui parlent de biophilie, c'est-à-dire cette manière, effectivement, dont nous prenons conscience que nous faisons partie du vivant. Moi, je défends bien évidemment l'exceptionnalité de l'homme. C'est mon biais, si j'ose dire, mon biais humaniste philosophique, mais j'ai toujours considéré que cette exceptionnalité de l'homme était du côté d'un certain engagement équitable, d'une tentative de responsabilité, etc., etc. Donc voilà ce que pendant tout le mois nous avons eu. Je vous invite à regarder ces différentes conférences, indépendamment des expositions plus immersives ou avec les ateliers d'idéation ou tout simplement avec la découverte de l'historiographie avec certains objets du design, des moments de théorisation, mais qui montrent à quel point le design aujourd'hui a un champ d'application multiple. On parlera design des instances, on parlera design des institutions, on montrera également tout l'univers de recherche lié au design. On a une séance aussi plus spécifique autour de design et anthropocène et de voir comment dans cette problématique de l'effondrement, on invente des usages du monde qui sont respectueux, notamment de la nature et de cette grande question de l'inappropriable, c'est-à-dire du fait de défendre nos terrains d'entente comme des biens communs, comme des commons. Et puis, bien évidemment, on a déjà vu ici, là, avec la question de l'Afrique, mais la question de la Chine, de montrer à quel point le design n'est pas une affaire occidentale, mais que c'est une affaire qui, là aussi, s'ouvre vers d'autres territoires. Et puis, encore une fois, la vérité aussi du design, qui est la confrontation avec aussi le grand capital, si j'ose dire, c'est-à-dire la manière dont on négocie et dont les entreprises aussi se saisissent du design. Et là, l'enjeu étant à la fois de produire, je dirais, un regard critique, et en même temps, ce qui est, je pense, très très important dans le design, c'est cette capacité de négociation avec l'univers économique au sens large du terme. Et donc de créer aussi des tendances, des trends qui me paraissent absolument pas superfétatoires, mais qui sont des manières comme ça d'emmener les uns et les autres vers des nouveaux types de comportements. Et c'est une lutte qui passe par différents endroits. Donc je dirais que moi, en défendant la patrie, entre guillemets, philosophique qui est la mienne, voilà, on fait un peu d'entrisme de ce côté-ci. Voilà, donc je voulais vous dire un tout petit peu tout cela, et puis maintenant donner la parole à John Méda pour le dernier temps de la conférence. Je vous remercie.